Alors, une petite annonce importante déjà, vous pouvez voir, vous pouvez mirer le tout nouveau t-shirt planche à billets avec le slogan grâce à ton travail, je vais me lever quand même, ils impriment leurs rêves. Et vous pouvez voir la petite mascotte paniquée qui imprime du pognon en chier contre les murs pour faire monter les marchés. Bref, les nouveaux t-shirts sont arrivés et ils seront disponibles demain, faut juste que je les mette en vente. Alors on est ensemble pour un petit direct, ça va être un vite fait, hein, l'émission qui parle vite d'un fait, et on va parler ce soir de la dernière connerie de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire nous a sorti ses dernières petites histoires sur la réforme du chômage. Réforme du chômage, la durée d'indemnisation baisse de 25% dès 2023, y compris pour les vieux. Les nouvelles règles d'assurance chômage ont été annoncées par le gouvernement ce midi, donc aujourd'hui. La durée d'indemnisation des chômeurs va être réduite de 25% à partir du 1er février prochain. Seniors, outre-mer, intermittents, qui est concerné et pour combien de temps? Ce qui ne change pas dans la réforme du chômage. Alors ce qui se passe en fait, c'est que ils laissent la durée d'indemnisation telle qu'elle est actuellement, seulement ils introduisent une règle de calcul qui est indiquée ici. À partir du 1er février 2023, la durée maximum d'indemnisation de l'assurance chômage sera raccourcie selon un coefficient de modulation de 0,75, soit une baisse de 25% de la période d'indemnisation. Donc dans la loi, la période d'indemnisation reste la même, mais ils appliquent le coefficient de modulation qui te fait perdre 25% de tes droits. Au nom de quoi est-ce qu'ils font ça? Dans sa détermination à prendre en compte la conjoncture économique et l'état du marché du travail dans la définition des règles de l'indemnisation chômage, le gouvernement promet un retour aux critères actuels à 2 conditions. Si l'état du marché du travail repasse au rouge, c'est-à-dire avec un taux de chômage au-dessus de 9%, on va voir l'arnaque du truc dans un petit moment, ou bien une progression du chômage de 0,8 points sur un trimestre. Voilà, donc la loi reste la même, mais ils introduisent ce petit coefficient de modulation et ils peuvent revenir à la situation initiale dans le cas où le taux de chômage dépasse 9% ou s'il y a une progression de 0,8 points sur un trimestre. Donc voilà ce qui a été annoncé ce midi et nous allons maintenant écouter notre cher Bruno Le Maire qui va nous vanter sa réforme. C'est un extrait qu'il a lui-même posté sur les réseaux sociaux, donc il se vante de ce qui va suivre. Avant d'écouter Bruno, on va lire ce que disait Philippe. En baissant de 25% la durée d'indemnisation, Bruno Le Maire va baisser de 25% le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, c'est-à-dire 800 000 chômeurs en moins de catégorie A, et ceci avec 0 création d'emploi. Alors, c'est vrai, Bruno va d'ailleurs s'en vanter, mais il faut quand même moduler ce propos parce qu'en fait, il va y avoir une inertie. Voilà, si on reprend ici sur le site, donc il nous explique que pour quelqu'un qui a travaillé au moins 6 mois, il touche une indemnisation chômage pendant 24 mois. Et donc avec le coefficient de modulation, à partir du 1er février, il aura plus que 18 mois au lieu de 24. L'intérêt, c'est qu'il est plus vite rayé des cadres, mais il va y avoir une inertie dans le mouvement, c'est-à-dire que ceux qui vont commencer à être au chômage à partir du 1er février, au lieu d'être rayés de la catégorie A 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2025, ils commenceront à être rayés à partir du premier trimestre 2024. Et on verra que Bruno se vantera de cette situation, puisque son objectif est d'arriver au plein emploi en 2027. Puisqu'effectivement, les chômeurs, tous les anciens qui dépendent de la situation actuelle à 24 mois, seront sortis des cadres définitivement, et tous ceux qui entrent dans le chômage en 2023-2024, comme ils n'ont que 18 mois d'indemnisation, ils seront déjà sortis en 2027. Donc à terme, une fois que tous les chômeurs auront roulé sur le nouveau système, effectivement, il y aura mécaniquement une baisse de 25% des chômeurs de catégorie A. Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. Non, c'est une mesure juste pour l'emploi. Et je tiens à rappeler que sur l'emploi... Donc là, on devine que la journaliste lui a dit c'est pas un peu injuste de virer comme ça les gens 25%, leur sucrer 25% de leurs droits? Non, c'est une mesure juste pour l'emploi. Et je tiens à rappeler que sur l'emploi, depuis maintenant plus de 5 ans,
Nous avons enregistré des succès qui sont considérables, qui sont à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron. Nous avons un peu plus de 7% de taux de chômage, c'est le niveau le plus faible que nous ayons atteint depuis des années. Nous avons un nombre d'apprentis qui n'a jamais été atteint depuis des décennies en France. Nous sommes sur la voie du plein emploi. 27 secondes, et il a dit 3 conneries. Ça fait quand même une grosse connerie en moins de 10 secondes, en moyenne. On est sur un niveau Bruno Le Mairesque de débitage d'âneries. Alors on va débunker, on va détromper le spectateur des âneries de Bruno Le Maire, qui raconte effectivement n'importe quoi. Pour commencer, la fameuse statistique du chômage, qui sert d'ailleurs à justifier ce sucrage des droits. On va aller sur le site d'Elucide qui a bien analysé tout ça. Le taux de chômage en France est plus près de 23% que de 8%. Coup dur pour Bruno. C'est sûr qu'écrit comme ça, non, là, ils ne rendent pas service au bilan d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Voilà, le chômage au sens large ne tombe pas. On va aller directement au graphique qui nous intéresse, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent le chômage au sens du BIT. Là, avec les proportions, avec les pourcentages plutôt. Donc, ça va de 91 à 2021. Et il nous dit, voilà, en 2022, là, on est à 7,2%. D'accord, donc là, on était à 8,2% en 2021. Et ça, c'est le taux de chômage au sens du BIT qui n'intègre pas certaines catégories. Donc, tout ça est détaillé un petit peu plus bas. Il ne considère pas comme chômeurs les personnes situées dans le halo du chômage, alors que ces derniers peuvent être inscrits en catégorie A chez Pôle emploi, d'où la différence de taux. Il peut par exemple s'agir de personnes en formation. Par ailleurs, le BIT ne considère pas comme chômeurs des personnes inactives hors halo qui peuvent être inscrites en catégorie A chez Pôle emploi. C'est le cas de certains seniors proches de la retraite qui ne mènent plus de recherche active d'emploi. Il n'est donc pas surprenant que nos dirigeants politiques préfèrent communiquer le taux de chômage du BIT bien moins élevé, puisqu'ils ne comptabilisent pas une grande partie des chômeurs situés dans le halo du chômage ou considérés comme inactifs. On reprend le graphique et vous pouvez voir effectivement, donc là il donne 8,2 en 2021, pendant que la catégorie A est à 12. Et quand on met toutes les catégories agglomérées, on est autour de 22,5, voilà, de A à E. Ça intègre des gens qui sont, je crois, avec des horaires, enfin à temps partiel. Donc voilà, en général, on prend la catégorie A, les chômeurs, les gens qui sont en recherche d'emploi, inscrits à Pôle emploi, et on arrive à 12%. Et, et c'est assez énorme parce que là, ils te disent, on comprend pas, tu vois. Si l'état du marché du travail repasse au rouge au-dessus de 9%, on revient aux critères actuels. Tout ça, c'est une question de trucage et de magouille. Donc déjà, le taux de chômage, il n'est pas à 7,2%. On n'est pas sur le chemin du plein emploi. On peut voir qu'il y a une forme de stagnation. Donc là, c'est le pic de 2020. Une reprise de l'emploi en 2021. Et puis on est en fait, grosso merdo, au même niveau que dans les années précédentes. Il n'y a pas d'amélioration. Deuxième connerie de Bruno Le Maire, l'apprentissage. Je vais peut-être juste vous repasser le passage comme ça. Nous avons un peu plus de 7% de taux de chômage, c'est le niveau le plus faible que nous ayons atteint depuis des années. Nous avons un nombre d'apprentis qui n'a jamais été atteint depuis des décennies en France. Nous sommes sur la... Ils se vantent du nombre d'apprentis. Oui, c'est facile, ils les ont achetés. C'est le MEDEF qui avait réclamé ça. J'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelait « Comment faire payer la crise aux pauvres ». Ça faisait partie du plan du MEDEF pour relancer l'économie, en fait. Pomper l'argent dans la poche des Français et le donner aux riches. Ils avaient sorti un petit rapport le 28 mai 2020 pour une prise de confiance. Oh putain. Pour une prise de confiance, proposition du MEDEF pour une relance durable. Ouh là là. Page numéro 14, le travail, un plan massif pour les jeunes. Enfin, pour les jeunes, on se comprend, hein, pour les entreprises. Et ils voulaient des exonérations de 12 mois de cotisation sociale pour le premier CDI. C'est vraiment un gang de clodos et de mendiants, c'est une horreur. Soutenir l'apprentissage. 10 000 € par apprenti en contrat professionnel pour toute entreprise, tout diplôme, l'année du recrutement et en versement échelonné. Hein. Voilà, quand même. Ils sont honnêtes. On va prendre un petit bout du chèque sur 12 mois chaque mois. On ne vous demande pas un chèque de 10 000 € dès le premier jour. Voilà. Mais ils veulent 10 000 balles
par apprenti. Et quelques temps plus tard, que voit-on fleurir sur le site du travail-emploi.gouv? On n'a pas la date de mise en service de ce truc. Dernière mise à jour 30 juin 2022. Ça a été fait assez vite, hein, c'était à l'automne. C'était réclamé quand ça Voilà, 28 mai. Donc printemps, automne, pouf, qu'est-ce qu'on voit? Un jeune, une solution. Hein, le plan Un jeune, une solution du gouvernement qui propose justement des aides pour des contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022. Je ne sais pas si après ça continuera en 2023. En tout cas, on va donner du fric aux entreprises qui embauchent des alternants. 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans, 8 000 € pour un apprenti majeur. Pour la première année de chaque contrat d'apprentissage, conclu entre les dates que j'ai citées, préparant à un diplôme jusqu'au master. Donc ils voulaient 10 000 balles, ils ont eu 5 000 pour un petit apprenti genre CAP, où là les revenus c'est plutôt autour de 500 €, hein, si j'ai bonne mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas actualisé. Et puis 8 000 € pour un apprenti majeur, là en général c'est des contrats de professionnalisation qui donnent un petit peu plus. C'est toujours en proportion du SMIC, je crois que le contrat d'apprentissage c'est 55%, et le contrat de professionnalisation c'est autour de 70, 75, donc tu dois tourner. Moi j'ai fait un contrat de professionnalisation et on touchait autour de 750, 800 €. Donc en gros, tu as quasiment ton salaire payé par la subvention de l'État. Hein, voilà. Tu coûtes 9 600 € à l'entreprise et tu as 8 000 € donnés par l'État. Bon, en net, hein, après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cotisations patronales, il faudrait regarder. Puis tu as aussi le paiement de l'école, même si ça, ils cotisent par ailleurs à des caisses, donc de toute façon, ils payent quand même. Enfin bref, tu as quasiment un travailleur gratuit. Voilà, il y a 2-3 critères pour les grandes entreprises, hein, avoir un minimum de 5% de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Donc contrat d'apprentissage ou contrat pro, c'est au moins un petit truc qu'ils ont mis voilà, pour forcer à développer l'apprentissage. On va revoir directement le résultat de cette politique. Travail-emploi.gouv, à nouveau. C'est du sérieux, c'est du solide. On a ici les chiffres de l'évolution des contrats d'apprentissage, donc j'imagine au sens large. On voit que ça dégoulinait un peu jusqu'en 2016, où ça commençait à remonter. On passait de 274 000 contrats à 354. Et forcément, quand ils commencent à donner du fric aux entreprises, qu'est-ce qu'on voit? De 354 à 510 000, puis 700 000. Travailleurs gratuits. Petite indication quand même, on voit que c'est en grande majorité des petites entreprises qui ont recours à ces contrats. 66% des contrats sont signés par des entreprises de 0 à 49 salariés, alors qu'elles ne représentent que 19% de l'emploi en France. Donc ça, au moins, ça aide des petites boîtes qui ont peut-être des difficultés à recruter à avoir un coup de main, au moins 3 jours ou une semaine sur 2, ou 3 jours dans la semaine, pour pas très cher. Donc en soi, c'est souvent dans ces boîtes qu'il y a le plus de transmission, de formation. Ceci dit, ça dépend de quel secteur. Parce qu'il y a un truc qui m'a fait rigoler aussi, qu'on va voir ici. Répartition des contrats par secteur. On voit que le commerce pèse lourd avec 161 000 contrats, plus du double du second qui est conseil et ingénierie. Après, il y a banque, agence de voyage, information, hébergement, coiffure, transport, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le taux d'insertion des jeunes au bout de 6 mois? 6 mois après la sortie, j'imagine. On voit que dans le top 10 des domaines en formation, 6 jeunes sur 10 sont en emploi à l'issue de leur apprentissage. Il n'y a plus de traces du commerce. C'est terminé. On voit énergie, chimie, métallurgie, donc des emplois d'ouvriers qualifiés essentiellement en fait. Mécanique, structure métallique, technologie industrielle, électricité, génie civil, finance, compta. Voilà, c'est le premier truc de service en gros. Sinon, c'est plutôt du métier d'ouvrier manuel qualifié. Après, transport, service aux personnes, agriculture et puis coiffure. Donc ensuite, c'est les services. Mais on voit qu'au début, l'apprentissage permet d'avoir un emploi dans les domaines, disons, de l'ouvrier qualifié qui produit quelque chose de ses mains et pas trop dans le domaine du service. Le commerce a disparu. Et justement, on se souvient
C'est l'occasion d'en remettre une petite couche sur cette affaire. À l'occasion d'un pire du mois qui avait été dédié à cette singerie. Pour faire des économies, Carrefour remplace une partie de son CCDD par des jeunes en contrat pro. Voilà, donc l'article est passé en péage. Mais en gros, on nous expliquait qu'il y avait 8000 travailleurs en CDD qui étaient en train d'être virés, ils n'étaient pas renouvelés, et remplacés par des contrats en alternance, subventionnés entre 5 et 8 000 euros par contrat la première année, ce qui équivalait, j'en avais parlé, à une baisse de 80% du coût du travailleur. Et pour l'avoir fait dans mon parcours professionnel, quand tu es alternant dans la grande distribution, tu as tout appris au bout de 3 semaines et le reste du temps, tu es manutentionnaire. Bon, moi au moins, j'avais vu un peu tous les postes, j'avais vraiment circulé, donc au moins c'était une bonne expérience. Donc je sais pas s'il y a un CAP manutentionnaire qui existe, mais en tout cas, voilà, dans le commerce, ça sert qu'à ça. Alors, on va reprendre notre petit Bruno. Notre petit Bruno, donc, qui se vantait des chiffres de l'apprentissage, c'est facile, ils ont acheté les statistiques, ils ont poussé à multiplier les contrats. Espérons au moins que ça aide des jeunes à se former à des vrais boulots qui auront des débouchés. La vantardise est un petit peu excessive. Alors on va reprendre. Je vous le repasse depuis le début, hein, c'était que 27 secondes. Non, c'est une mesure juste pour l'emploi. Et je tiens à rappeler que sur l'emploi, depuis maintenant plus de 5 ans, nous avons enregistré des succès qui sont considérables, qui sont à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron. Nous avons un peu plus de 7% de taux de chômage, c'est le niveau le plus faible que nous ayons atteint depuis des années. Menteur, nous avons un nombre parisien. d'apprentis qui n'a jamais été atteint depuis des décennies en France. Nous sommes sur la voie du plein emploi. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, à quelqu'un qui a été licencié pour motif économique, on va raccourcir votre durée d'indemnisation pour vous pousser à retrouver plus vite un travail? Parce que je constate, Marc Fauvel, aujourd'hui, c'est une situation incompréhensible dans laquelle vous avez à la fois des entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Enfin, j'en vois des chefs d'entreprise qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre et qui n'en trouvent pas. Et de l'autre, des règles d'assurance chômage qui ne bougent pas. Donc je pense qu'il est juste et nécessaire de faire évoluer ces règles de l'assurance chômage de manière souple, comme le propose Olivier Dussopt. Quand ça va mieux, on durcit les règles. Quand ça va moins bien, sur le front de l'emploi, on protège davantage. Évidemment, c'est eux qui disent quand ça va mieux et quand ça va moins bien, en prenant la statistique qui les arrange. L'objectif final, c'est le plein emploi. Mais vous mettez en avant les derniers mètres vont être les plus difficiles à atteindre parce que atteindre 7%, c'est déjà un magnifique résultat. Atteindre les 5% de taux de chômage, c'est-à-dire le plein emploi, ce serait un exploit puisque ça n'est pas arrivé en France depuis le début des années 70, c'est-à-dire depuis un demi-siècle. Pour tout ça, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Plus de formation et de qualification, nous le faisons. Plus de soutien à l'apprentissage, nous le faisons. Oui, ça c'est sûr, ils le font. Et des règles d'assurance chômage qui sont plus dures quand la conjoncture est bonne. Nous allons le faire. On va peut-être pas s'apesantir aujourd'hui sur les arnaques autour du CPF, hein, le compte pour la formation professionnelle, où tous les salariés cotisent à un bidule stocké sur un site et puis ça donne droit à des formations qui sont plus ou moins de la merde, hein, on va le dire comme ça. Ça, un jour, il faudra que j'en parle de la formation professionnelle, mais on va se contenter aujourd'hui de parler du chômage. Il nous explique que, en fait, il nous ressort le mythe. Oui, le chômeur qui préfère rester au chômage et glandouiller plutôt que d'aller bosser. Et ça, c'est un mythe qui ressort tout le temps, qui ressort à chaque fois qu'il faut nous vendre une réforme de l'assurance chômage et qui a déjà été détrompé, hein, comme on dit, par différentes associations, déjà par Pôle emploi lui-même. J'avais fait une vidéo justement sur le chômage auquel je vous renverrai après le petit truc que je vais poster sur YouTube. Et donc on apprend qu'en 2019, sur 3,2 millions d'offres déposées à Pôle emploi et clôturées au cours de l'année, 2018, 2,9 millions ont été pourvus, ce qui laisse 300 000 emplois non pourvus. On peut toujours se dire ça fait quand même beaucoup de chômeurs en moins. Mais en fait, quand on décompose le chiffre, 112 000 recrutements sont annulés, faute disparition du besoin, budget indisponible, etc. 74 000 recrutements se poursuivent et il n'y a que 157 000 recrutements qui sont abandonnés faute de candidats. Et dans ces 157 000, il y a essentiellement deux raisons
Soit c'est l'employeur qui n'a pas trouvé de candidat à la hauteur des exigences en termes de qualification, expérience, etc. Il a fait passer des entretiens d'embauche et personne ne convenait. Soit c'est le candidat lui-même qui n'est pas intéressé par l'offre parce qu'elle n'est pas assez attractive. Et il y en a même qui sont des arnaques et qui ne reçoivent aucune candidature, genre, enfin des arnaques. Ça allait faire 2 heures de ménage à 30 km de chez toi, enfin, c'est des trucs à la con. Et ça, c'est considéré comme un poste, hein. Quand il y a un poste, c'est pas forcément, enfin une offre d'emploi, c'est pas forcément un CDI, ça peut être un CDD, parfois de l'intérim, parfois 2 heures de boulot dans un coin, quoi. Selon les employeurs, le déficit d'image du poste proposé, les contrats courts, les horaires décalés ou la faible rémunération sont les principales raisons du manque de candidats pour certains postes. Et à mon avis, c'est particulièrement le cas quand ces 4 raisons se cumulent, ce qui est le cas pour les différents emplois cités par Bruno Le Maire, qui nous a fait un peu le top 5 des boulots qui ne payent pas, restauration, hôtel, j'avais dit, et puis bâtiment, voilà. Peut-être que la solution, c'est tout simplement d'augmenter les salaires, hein. C'est quand même pour ça aussi qu'on fait rentrer des migrants, parce que c'est des boulots qui sont pas rentables pour ceux qui les font. C'est dans les villes, particulièrement à Paris, parce que je pense qu'il y a un biais parisien assez important. Particulièrement à Paris, si tu es serveur au SMIC à Paris, il est bien évident que tu habites en banlieue, voire même beaucoup plus loin, pour essayer d'avoir un logement qui soit abordable quand tu touches le SMIC ou 1005 ou même 1006. Même 2000 € par mois, je pense que tu te loges pas très bien à Paris, hein. Donc forcément, tu vas te retrouver avec un boulot avec des horaires complètement éclatés, hyper loin de chez toi, pour gagner 3 fois rien. Est-ce que c'est pas plus rentable de rester au chômage à toucher tes 800, 900 € par mois? L'indemnisation moyenne, je crois que c'était 800 € justement. Ouais, si tu refuses plus de 4 fois, plus d'alloc. Bah justement, ça c'est le fameux mythe des emplois non pourvus, les gens ne voudraient pas travailler, le chômage serait trop généreux, et donc les gens préféraient rester au chômage plutôt que d'aller bosser. Non seulement c'est faux dans les statistiques, c'est ce que je montre dans la vidéo sur le chômage que j'indiquerai à la fin de celle-ci, que je vous invite à aller voir justement, qui dresse un bon panorama de l'état actuel de l'emploi et du chômage et qui est toujours d'actualité malgré qu'elle soit sortie au début de l'année en fait. Je crois que c'était la première vidéo de cette année. Vous voyez, on est vraiment en plein dans le sujet. S'il y a des emplois qui ne recrutent pas, enfin qui ne trouvent pas pour recruter, il peut y avoir un déficit de formation, mais le plus souvent, c'est effectivement un problème d'attractivité. C'est des boulots qui sont déficitaires pour ceux qui les font. Et donc forcément, les gens vont pas y aller, vont pas bosser. Comme ils prennent une décision rationnelle, comme tous les patrons qui ne travaillent pas quand c'est pas rentable, en fait. Voilà. On va voir la fin du propos de Nono. Mettez en avant les postes qui restent vacants par rapport au nombre de chômeurs qui pointent actuellement au chômage. Mais si les qualifications sont pas les mêmes que les postes recherchés, vous dites quoi à un plombier? Il faut que vous deveniez, je sais pas, serveur dans un restaurant. Il faut accepter ces boulots-là, même si c'est pas les qualifications requises. Je dis tout simplement que nos compatriotes ne peuvent pas comprendre que lorsqu'il y a autant de pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, les travaux publics, l'agroalimentaire, nous ayons en même temps toujours 7% de taux de chômage. Et que donc il faut une politique globale. Notre politique ne se résume pas à la réforme de l'assurance chômage, mais elle est nécessaire, elle est juste, et je soutiens totalement le travail qui est fait par Olivier Dussopt. Il y a aussi un travail à faire sur la formation et la qualification. Nous le faisons pour orienter les personnes vers les emplois qui sont disponibles. Et il y a aussi un travail à faire sur l'apprentissage, sur le lycée professionnel, que nous faisons également. Et l'ensemble de ces mesures que nous portons avec beaucoup de détermination doivent nous amener au plein emploi en 2027. Croyez-moi, le jour où la société française aura le plein emploi, cela ira beaucoup mieux pour l'ensemble des Français et pour la nation française. C'est un comique, hein. Le plein emploi en 2027. Justement, en se débrouillant pour que 25% des chômeurs disparaissent de la catégorie A, et donc, évidemment, de la catégorie des chômeurs au sens du BIT, et comme ça, on aura 5% de chômage en 2027. C'est merveilleux. Enfin, vu la raclée que va se prendre l'économie l'année prochaine, il y en aura peut-être un peu plus que ça. Donc effectivement, si tu es plombier, parce que c'était la question de la journaliste, si je suis plombier et que je cherche un boulot, est-ce que je vais être obligé d'aller travailler en restauration? Oui, à peu près, oui.
Ça faisait partie des trucs, des critères de Pôle emploi, donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Éradier de la liste des demandeurs d'emploi la personne qui soit ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise, soit, sans motif légitime, refuse à 2 reprises une offre raisonnable d'emploi. Reste à savoir ce qu'on entend par offre raisonnable. La notion d'offre raisonnable est déjà très précisément définie dans le Code du travail. Elle correspond à un emploi dont la nature, le salaire et la zone géographique correspondent en tout point aux attentes du demandeur d'emploi. Mais plus il reste longtemps au chômage, plus les caractéristiques de l'offre raisonnable se dégradent. On sent que ça va devenir subjectif. Par exemple, au bout d'1 an, un demandeur d'emploi ne peut refuser un emploi correspondant à ses qualifications situé à moins d'1 heure ou 30 km de chez lui et dont la rémunération est au moins égale à ses allocations chômage. Donc ça, c'est une forme de définition de ce qu'est un emploi jugé raisonnable. Et il est tout à fait possible que cette définition évolue dans les années qui viennent pour que le plombier soit plus ou moins obligé d'aller faire les chambres dans les hôtels parce que c'est une offre jugée raisonnable, parce que nos compatriotes ne comprennent pas qu'il puisse y avoir encore du chômage avec toutes ces entreprises qui recrutent dans l'hôtellerie, la restauration, le BTP et compagnie. Moi, je comprends très bien. Ils ont qu'à tout simplement monter les salaires, aménager des plages horaires correctes, enfin des choses, des sujets de base, quoi. Donc voilà les dernières conneries de Bruno Le Maire et comment on va truquer les statistiques sur la base d'idées fausses, parce que si ça se trouve, il y croit. Il a vu des gens dans l'hôtellerie, la restauration, qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter, et il se dit, mais il y a un vrai problème en France, etc. Non, dans l'hôtellerie et la restauration, les gens qui payent les gens, enfin les patrons qui payent les employés, qui leur donnent des conditions, je sais pas, avoir des soirées de temps en temps, avoir des week-ends de temps en temps, figurez-vous qu'ils gardent leur personnel et ils en trouvent. Voilà. Donc voilà, c'était les dernières conneries de Bruno Le Maire. N'hésitez pas à vous abonner. Puisqu'il est encore relativement tôt et que je vous ai sous la main, parce qu'il est allé dans une boulangerie et j'ai pas tout vu, mais je pense qu'il a dit encore un paquet de conneries. Bruno Le Maire et la guerre en Ukraine. Dans la boulangerie. Et la guerre en Ukraine est évidemment aussi d'abord un drame humain, mais aussi un drame économique pour nous tous. Oh, c'est la guerre en Ukraine. C'est la faute à Poutine, bien évidemment. Hein. Ça n'a rien à voir avec les sanctions débiles qu'ils ont prises. Bien sûr que non. La guerre en Ukraine, c'est moins d'approvisionnement en énergie, donc des prix qui flambent encore plus que ce qu'ils avaient commencé à faire au moment de la reprise. Mais ça, il fallait peut-être y penser avant de faire la guerre à l'énergie à Poutine. Parce que c'est cette bande de glandus qui ont dit on sanctionne les énergies, on va faire un embargo sur le charbon, qui est passé à la trappe, on va faire un embargo sur le pétrole russe, qui est toujours pas actif, on va faire un embargo sur le gaz. Ah non, pas sur le gaz, non, Poutine, coupe pas les vannes, non, s'il te plaît, n'utilise pas l'énergie comme guerre hybride, là, comme instrument hybride, c'est très méchant ça, donne-nous du gaz, oh. Et maintenant il nous dit, c'est la guerre en Ukraine qui réduit l'approvisionnement énergétique. Ah bon ? Avec des prix du gaz qui ont fait x5, x6, x10, des prix de l'électricité qui ont aussi fortement augmenté, x10. Bah oui, mais à cause de quoi ça ? Est-ce que c'est pas cette connerie de marché européen de l'électricité ? Ça fait 1 an, ce type s'est vanté, il s'est vanté de dire, ça fait 1 an que je veux qu'on renégocie le marché de l'énergie, parce que on ne peut pas avoir un marché qui prône les énergies renouvelables, ou bien en France avec le nucléaire, dont le prix est finalement aligné sur des énergies fossiles. Ça ne marche pas. Ça nous soumet à la spéculation sur les énergies sur la spéculation sur les énergies fossiles qui se retrouve du coup dans le prix de l'électricité. Et le type, il vient à la tribune et il dit « Je suis un visionnaire, ça fait 1 an que je sais qu'il y a un problème. Si seulement il était ministre de l'économie, il pourrait le régler. » Dit sur la facture de monsieur et de madame, la guerre en Ukraine est un drame pour les économies européennes, bien entendu. Donc plus tôt elle pourra cesser, plus tôt nous pourrons revenir à la paix en Europe, mieux ce sera aussi pour notre économie. Parce qu'ils comptent racheter de l'énergie à la Russie ? Le jour où la guerre en Ukraine s'arrête, on lève toutes les sanctions et on rachète le pétrole, on rachète le gaz,
Enfin, le gazoduc a pété, donc ça va être compliqué. Il y en a d'autres, c'est vrai, qui passent par la Pologne et puis du coup aussi par l'Ukraine. Celui-là, il fonctionne toujours. Hein. Donc c'est pas la guerre en Ukraine qui empêche l'approvisionnement énergétique d'ailleurs. Donc voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui les prix de l'énergie ont autant augmenté. Quelle est la réponse? La réponse de court terme, c'est la protection que nous assurons aux ménages, c'est le bouclier énergétique, et aux entreprises, c'est le guichet qui a ouvert samedi. Et... Le guichet qui a ouvert samedi. C'est la 3e tentative pour essayer de faire un truc, un machin en fait, pour donner de l'argent aux entreprises et les aider à payer leurs factures d'électricité. Donc on laisse les spéculateurs faire, on laisse le formidable marché de l'électricité faire, et puis à la fin, vu que les prix ont éclaté, en fait, on va donner de l'argent, on va faire tourner la planche à billets pour subventionner tout ce petit monde. Et ce fameux guichet pour les entreprises, ils avaient fait une première tentative en juillet ou août. C'était tellement de la merde qu'en septembre, Bruno était revenu à la télé, sur France Inter, si je ne me trompe pas, et puis il a dit « Vous en faites pas, revenez utiliser notre système, on l'a modifié pour qu'il soit plus simple, etc. » En novembre, il recommence. C'est-à-dire, on a ouvert un guichet en novembre, là, ce samedi. Donc c'est la 3e fois, et ça ne marche toujours pas. Et c'est l'amortisseur que nous mettrons en place début 2023. C'est la première réponse, les réponses au niveau national. La 2e réponse, c'est faire baisser les prix avec des décisions prises au niveau européen. Oh, les décisions prises au niveau européen. Ça, c'est toujours d'une efficacité remarquable. C'était Bruno qui avait dit qu'il vaudrait mieux s'entendre entre pays européens, en dehors de l'Union européenne, sans attendre la réforme du marché de l'électricité qui est actuellement en discussion c'est la foire d'empoigne, quoi, comme d'habitude. Et il y a vraiment cet extrait très drôle où tu as Bruno qui prend conscience du niveau de conneries dans lequel il évolue et qui se dit, mais en fait, ce serait mieux si les Européens s'entendaient sans l'Union européenne. Vous ne pouvez pas demander aux Français de financer 6 nouveaux réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie décarbonée. Leur dire, au passage, votre électricité décarbonée, le prix, ça ne va pas être celui du coût de production en France, ça va être le prix du gaz. Donc ce découplage est une urgence absolue. Et je souhaiterais qu'avant même que la réforme soit mise en place, parce qu'une réforme législative de cette ampleur prendra plusieurs mois, voire plusieurs années, que nous puissions nous entendre entre pays européens pour opérer rapidement ce découplage, en dehors même de la réforme structurelle du marché européen de l'énergie. La réforme structurelle du marché européen de l'énergie prendra plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, je souhaite que le découplage entre prix du gaz et prix de l'électricité décarbonée soit beaucoup plus rapide que cela. Vous vous rendez compte le bilan de cette institution? Notamment l'achat groupé de gaz. Si on se met tous ensemble pour acheter le gaz et qu'on négocie le prix collectivement, on obtiendra un prix plus faible. Bah non, espèce de con. Déjà, il faut éviter de saboter son approvisionnement énergétique. On peut commencer par là. Et puis j'ai vu qu'il y avait les pays asiatiques, je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'est la Corée, la Chine ou je ne sais pas quoi, qui achètent du gaz qatari sur 27 ans. Ils ont signé un contrat, on vous achète du gaz pendant 27 ans. Et donc là, tu as un contrat de long terme pour faire baisser les prix. Le prix, tu peux le négocier. Mais tu débarques avec 27 gogoles paniqués, complètement pris en otage, parce qu'il va leur manquer à peu près 10 ou 15% de gaz pour faire tourner leur économie, tu les tiens par les couilles. Des fournisseurs de gaz, il n'y en a pas des milliers. Même le marché du GNL est structurellement trop faible pour alimenter l'Europe. Donc tu peux te mettre à autant que tu veux, tu vas pas négocier les prix à la hausse. Ça va finir en queue de poisson, ce truc, on va bien rigoler. J'en parlerai ce soir à mon homologue allemand, Robert Habeck, l'achat groupé de gaz, la négociation en position de force sur le prix du gaz que propose le président de la République, c'est évidemment une solution. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui a été sorti d'un chapeau en mars par Macron. On va faire des achats groupés gaz européens, blablabla. Et c'est resté dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui. Et là, il commence, parce que les Allemands, ils sentent bien qu'ils vont finir à la casserole. Ça commence à remuer un petit peu. Le cadavre semble bouger. Il y avait Thierry Breton aussi qui en parlait. Et je crois que la deadline, c'est fin novembre. Je regarde mon calendrier, on est le 21. Qu'est-ce qu'il nous disait, Bruno là ? Force sur le prix du gaz que propose le président de la République, oui, voilà. C'est évidemment une solution.
Enfin, il y a les solutions de long terme. La solution de long terme, c'est quoi? C'est consommer moins d'énergie, en essayant d'avoir des machines qui consomment moins d'énergie, en faisant plus attention à sa consommation. Subir la pénurie. Oui, ça c'est vrai que c'est au programme. Déjà, l'Union européenne nous en avait parlé. Et c'est plus de production électrique en France. Il faut que nos réacteurs nucléaires tournent à plein régime. Il faut que nous produisions... Oui, Yaka, Faucon, faudrait. Ce serait bien si vous aviez pas flingué l'industrie du nucléaire, justement. plus d'électricité en France. La première mission que nous avons fixée au nouveau président d'EDF, qui sera nommé en Conseil des ministres mercredi, c'est faire tourner à plein tous les réacteurs nucléaires français le plus rapidement possible pour que nous ayons plus d'électricité à un prix plus faible. Ça m'inquiète. Je vous cache pas que là, je suis pas rassuré. Et boum, exactement. Est-ce que ces abrutis ne vont pas forcer le redémarrage des centrales, quelle que soit l'avis en fait des gens qui connaissent la sécurité nucléaire? Parce qu'il suffit pas de dire bon, il faut redémarrer maintenant. Bah non, il faut avoir des gens pour réparer les problèmes de corrosion, les petites fissures dans les tuyaux. Si j'ai bien compris, en plus, les travaux sont faits dans des zones radioactives, ce qui fait que les mecs qui font les soudures ne peuvent pas rester trop longtemps. Tu dois avoir un tournus. Et donc, ils sont en train d'embaucher des gens, de faire venir des gens des États-Unis pour faire les soudures. Tout ça prend du temps. Il y a eu un espoir à un moment que peut-être ça redémarrerait suffisamment vite pour avoir des réacteurs qui redémarraient avant l'été, ou bien, enfin, avant l'hiver, ou au début de l'hiver, ou dans le courant de l'hiver, ce qui limite la casse. Et là, ils te disent non, on va tout redémarrer. Allez, terminé. Voilà. Moi, je préfère faire des économies d'énergie et laisser les réacteurs, enfin laisser les gens prendre le temps de réparer les réacteurs plutôt que de risquer un accident. Même si, bien évidemment, le premier truc à faire n'était de ne pas saboter l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Ça, on ne le dira jamais assez. Vous voyez, le gouvernement a une stratégie face à cette crise énergétique. Alors ça, je m'y attendais pas. Vous voyez, le gouvernement a une stratégie. On va déclarer la reprise des centrales nucléaires. On va vous dire d'arrêter de consommer de l'énergie. Ça, c'est notre stratégie. On a pensé, on a réfléchi, et on s'est dit, en fait, il faudrait que le problème disparaisse et que les gens subissent les conséquences, tout simplement. Bah oui, si les gens subissent le manque, il n'y a plus de pénurie. Attendez. Les logiques de Bruno Le Maire. Je vais essayer d'actualiser, parce que là, on est encore en 144p, c'est pénible. En France, il faut que nos réacteurs nucléaires tournent à plein régime. Il faut que nous produisions plus d'électricité en France. La première mission que nous avons fixée au nouveau président d'EDF, qui sera nommé en Conseil des ministres mercredi, c'est faire tourner à plein tous les réacteurs nucléaires français le plus rapidement possible. Ok, donc j'avais mal entendu, il a fixé cette mission au nouveau directeur, voilà. Et il appelle ça une stratégie. Moi aussi, je pourrais dire... je vais prendre un scientifique, puis je vais dire je te donne la mission de régler, enfin de développer la fusion. Oui, la fusion nucléaire. Voilà, ça réglera les problèmes. Il faut, voilà, on a donné pour mission à ce gars de développer la fusion nucléaire. Nous avons une stratégie. Pour que nous ayons plus d'électricité à un prix plus faible. Vous voyez, le gouvernement a une stratégie. Ah, vous voyez. Face à cette crise énergétique, nous avons été les premiers en Europe à protéger nos compatriotes. Nous nous battons aujourd'hui pour protéger les entreprises. Nous essayons de trouver des solutions pour faire baisser les prix immédiatement. Alors, faire n'importe quoi et tout régler en imprimant du pognon, j'appelle pas ça une stratégie, moi. J'appelle ça un poulet sans tête qui court partout. Et nous avons, avec le président de la République et la Première ministre, une stratégie de long terme qui repose sur la sobriété énergétique, sur l'augmentation de la production d'énergie nucléaire et sur la diversification avec les renouvelables. Bon. Tout ça en direct de la boulangerie, quoi. Oui, on est en situation de frugalité énergétique. Stratégie de long terme improvisée dans l'urgence. Enfin, il est dans son rôle de ministre qui essaye de pas dire « Excusez-moi, on a tout foiré, on a vraiment fait n'importe quoi. Oups. » Bah non. Jamais ils reconnaîtront leur immense connerie, ces gens-là. Sur ces bonnes paroles, je vais devoir vous laisser. Donc n'hésitez pas
à faire un tour sur la boutique. Et demain, donc, je posterai ce tout nouveau t-shirt de planche à billets qui vous permettra de briller en société. Comme je vous avais dit, on s'est vraiment creusé la tête pour le slogan. Et j'en suis assez content, tu vois, grâce à votre travail, ils impriment leurs rêves. Tu as tout. Le vol du travail des gens, le caractère imprimatoire, c'est on crée de la monnaie ex nihilo, et puis ils impriment leurs rêves. Tout ça pour des conneries, quoi. Tout ça pour des lubies. Et on voit le rêve un peu derrière avec le cours de bourse, quoi. Tout simplement. Et on voit le mec qui est complètement paniqué, qui perd en fait pied, qui se rend compte qu'il est en train de tout détruire pour des lubies, quoi. Je mettrai le lien de la vidéo sur le chômage juste quelque part par là. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous.